Je pense qu'il y a eu un stade où je me suis sentie toucher le fond et je me suis dit: «OK, tu te poses, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta vie?» Le handicap, bah non, tu peux pas l'enlever, quoi. C'est le seul point où je me sentais pas à l'aise, c'était au travail. Bienvenue chez Baby Safe. 4 Français sur 10 ont envie d'une reconversion professionnelle selon un sondage publié cette année par l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI. Cette envie est partagée par de nombreux aidants, également en quête d'un métier qui permettra de mieux concilier leur rôle d'aidant avec leur carrière professionnelle. Le travail est une source de revenus bien sûr, mais pas seulement. Il favorise le lien social et il peut être source d'épanouissement personnel. Oui, mais comment faire lorsque nous sommes parents d'un enfant en situation de handicap? Ce rôle est-il atteignable malgré les difficultés du quotidien? Pour y répondre, je rencontre Coralie. Cette jeune femme est la maman de 2 garçons, dont Valentin porteur d'une trisomie 21. Avant sa naissance, elle était assistante commerciale. Dans cet épisode, elle nous raconte son retour au travail après son congé maternité, ses doutes, son envie d'autre chose, son cheminement et puis sa nouvelle vie. Sa reconversion s'est faite progressivement et elle nous explique chacune de ces étapes. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, Coralie a une très bonne nouvelle à vous annoncer. En deuxième partie, je fais la connaissance d'Agnès Petit-Pérel de Permettre Conseil. Cette coach professionnelle accompagne notamment des aidants dans leur parcours de reconversion professionnelle. Elle nous explique sa méthode, les compétences acquises par les aidants qu'ils devront apprendre à valoriser auprès des employeurs et donne des conseils utiles. Mais on commence tout de suite avec Coralie qui nous parle d'elle avant la naissance de son petit Valentin et de la place qu'elle accordait au travail. J'étais vraiment très impliquée dans mon travail, je comptais pas forcément mes heures, il y avait vraiment une très très bonne ambiance, on rigolait souvent, on écoutait de la musique pour nous concentrer, on s'entraidait, vraiment une société dans laquelle je m'imaginais pas partir. Et puis Valentin naît, vous découvrez le monde du handicap. Avez-vous repris le travail tout de suite après votre congé parental? Alors non, j'ai pas repris le travail tout de suite, j'avais pas fini mon dossier MDPH, j'étais pas prête du tout, donc j'ai été voir ma responsable, on en a discuté, elle m'a proposé de solder tous mes congés. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis revenue, Valentin avait 4 mois. Je venais juste de poster mon dossier MDPH. Alors justement, étiez-vous heureuse de revenir? J'étais contente de récupérer cette ambiance que j'avais laissée et j'étais sûre que ça allait me porter, que ça allait m'aider. Mais après recul, j'étais pas prête. J'avais pas encore fait la connaissance de Valentin. Les premiers mois, pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap, ça passe très très vite. Et on est happé par le choc, on est happé par les démarches administratives. Quels ont été les impacts du handicap sur vous et votre travail? Niveau aspect professionnel, productivité, j'étais aux attendus. Au niveau personnel, sympathie, etc., j'étais dans ma bulle. Je participais plus à rien au niveau des collègues, etc. J'avais besoin de me concentrer sur moi. Au fil des semaines et des mois, retrouvez-vous votre place au sein de l'équipe? Pas du tout. On attendait de moi que je sois comme avant. Et je n'étais plus cette personne-là, puisqu'entre-temps, j'avais appris à connaître le handicap. Oui. Ça change viscéralement la personne. Moi, ça m'a changé profondément. Il y a des choses qui me paraissent beaucoup plus importantes aujourd'hui, forcément. Et on attendait de moi que je sois toujours guillerette, ce genre de choses. Quand on a un enfant avec un handicap et qu'on connaît pas encore l'étendue des dégâts, on va dire, sur sa santé, sur son corps, sur ses progrès, la priorité, c'est plus d'être jovial dans l'open space. La priorité, c'est son enfant. Et ça m'a complètement changé. Coralie, à quel moment l'envie de changement s'impose à vous? Valentin était hospitalisé et là je me suis dit non en fait non, Valentin il a besoin de moi, motivé, et j'ai besoin de me retrouver, d'être à nouveau rigolote et je pense que j'ai besoin de changer d'environnement professionnel. Et là j'en ai beaucoup parlé avec ma grande sœur et elle m'a dit mais tu as toutes les compétences pour devenir gestionnaire de paye, renseigne-toi sur le métier et lance-toi parce que c'est son métier. Et je me suis renseignée et je me suis dit ok vas-y banco, je me lance. Et j'ai déposé mon dossier en mars sur la plateforme de prise en charge en fait de l'organisme de financement pour ma formation et j'ai commencé ma formation en novembre.
Alors, choisir de reprendre ses études n'est pas toujours facile pour des raisons d'organisation ou des raisons financières. Est-ce une décision à prendre avec son conjoint, selon vous? Oui, 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 on a pris la décision ensemble. C'était Oui. pas le tout de choisir un métier qui allait m'intéresser. Il fallait également regarder s'il y avait des débouchés. Dans la localité, voilà, où je vise, effectivement, il y a beaucoup de débouchés. Il y a une vingtaine d'annonces par mois, des annonces sérieuses, sur des profils de rémunération qui correspondaient à ce que j'avais. Donc voilà, on a pris la décision ensemble. On a une maison, on a des enfants, on a des charges financières. Voilà, c'est quelque chose. Et puis ça voulait dire aussi que tous les rendez-vous de Valentin que j'assumais, 95% des rendez-vous médicaux, et ben c'était plus possible pendant ma formation. Et oui. Je pouvais pas me permettre de m'absenter. Et donc c'est mon conjoint qui a repris l'intégralité des rendez-vous médicaux, à l'exception d'une prise de sang que j'ai faite, parce que j'avais envie d'être avec mon petit bout pour sa prise de sang. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour passer le cap de la reconversion professionnelle, pour sauter le pas? Je pense qu'il y a eu un stade où je me suis sentie toucher le fond et je me suis dit, ok, tu te poses, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta vie? Le handicap, bah non, tu peux pas l'enlever, quoi. La trisomie, elle est là, elle partira pas. Au niveau de mes amis, j'ai été soutenue. Au niveau de ma famille, j'ai été soutenue. Le seul point où je me sentais pas à l'aise, c'était au travail. Donc, à partir du moment où vraiment on peut pas aller plus bas, bah il faut se relever. Et puis, bah j'ai tapé du pied. Et je me suis relevée en changeant et en me disant que voilà, il fallait que je me réoriente, il fallait que je trouve un métier où j'allais m'épanouir. Je passe beaucoup de temps au travail, c'est évident. Donc, je peux pas être malheureuse en allant au travail le matin. Moi, je veux m'éclater, je veux faire des choses intéressantes, je veux rencontrer des nouvelles personnes. Et puis, j'avais besoin qu'on me découvre telle que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis plus la Coralie, maman de Jules, un petit garçon où tout va bien. Aujourd'hui, je suis la maman de Jules et de Valentin. Et Valentin, il a une particularité, il a ramené à la maison la trisomie. C'est quelque chose qu'on connaissait pas, mais maintenant je suis cette personne et je veux plus être comparée avec l'ancienne Coralie. Et je m'aime beaucoup plus en nouvelle Coralie. Est-ce qu'à un moment donné dans ce processus de reconversion, vous avez envisagé d'arrêter de travailler? Ah, mais dès le début. Dès que Valentin est né, j'ai envisagé d'arrêter de travailler. J'avais vraiment envie de me poser, de prendre le temps de réfléchir à mon avenir professionnel, de prendre le temps de connaître Valentin. Et on s'est renseigné avec mon conjoint, parce qu'encore une fois, c'est une décision de famille. Et financièrement, ça passait vraiment pas. Actuellement, vous êtes en stage. Avez-vous des pistes de recrutement? Je viens de terminer mon stage. Je l'ai terminé il y a 10 jours. Et oui, piste de recrutement. On m'a proposé un CDI dans la société où j'ai effectué mon stage. Bravo. J'avais des personnes qui m'avaient dit oh, mais tu retrouveras jamais une entreprise qui acceptera de Oui, t'embaucher. oui. Et ben si, en fait. Si. Et donc je dirais ça, vraiment, renseignez-vous sur le métier. Et puis n'hésitez pas, parce que c'est que du bonheur en fait. Une fois qu'on fait le métier qu'on aime, tout va bien. Merci Coralie de nous prouver que changer de vie professionnelle est possible. À présent, je vous propose d'écouter Agnès Petit-Pérel de Permettre Conseil. Pour commencer, elle nous explique ce qui déclenche le plus souvent l'envie de changement. Quand arrive la question de l'accompagnement d'un enfant, bien évidemment, il passe en priorité. Du coup, il va falloir repenser l'organisation de la famille, et la vie professionnelle va parfois passer en second lieu, d'ailleurs souvent, et c'est là que les personnes en fait se questionnent sur ce qu'elles sont en train de vivre dans leur vie professionnelle et si c'est en accord ou pas en fait avec leur vie d'aidant. Observez-vous chez ces aidants une perte de confiance en eux? Ce que j'observe chez les aidants, c'est souvent qu'ils vont s'effacer pour placer en priorité l'enfant qu'ils accompagnent, et ça va créer un certain nombre de choses. Notamment la culpabilité, notamment souvent ce qu'on voit c'est que ils laissent de côté leur vraie personnalité pour s'investir complètement dans leur rôle d'aidant. Du coup, on sent aussi des fois forcément un manque de sérénité, des personnes qui ont du mal à dormir, des personnes qui du coup arrivent pas à vivre leur vie réellement, et ça en fait ça se ressent après au niveau des enfants qui sont hypersensibles. Donc ça c'est surtout des choses que je vois. Oui, donc finalement quand on aide l'aidant,
on aide l'enfant aussi derrière. Ah, ça c'est une priorité, ça c'est vraiment quelque chose. On a l'impression quand on est aidant que en fait il faut tout donner à la personne que l'on aide, mais il y a quand même quelque chose qui est important, c'est aussi de s'aider soi, parce que sinon ça a des conséquences sur les enfants. Et comment vous les aidez, vous, à se retrouver? Déjà, ce qui est important, c'est de créer un espace pour être écouté, pour être entendu, pour être pris en compte dans sa souffrance, dans sa culpabilité ou dans juste ce que l'on est et dans ce que l'on désire aussi. Je suis pas seulement aidant, mais j'ai aussi un rôle de mère, de père, d'être en fait. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille en fait. Il est parfois difficile de s'imaginer dans une nouvelle fonction, particulièrement lorsque nous sommes éloignés du monde de l'emploi depuis plusieurs années. Que leur dites-vous dans cette situation? En fait, moi j'ai un outil qui permet d'aller rassurer. Donc l'outil c'est le bilan de compétences, et à travers ce bilan de compétences, je les fais cheminer sur leur parcours, et ça les aide aussi parce que pour des personnes qui ont l'impression que elles sont éloignées de l'emploi, qu'elles se sentent plus dans le marché, c'est se rendre compte qu'elles ont réalisé plein de choses, et que même en tant qu'aidant, elles réalisent plein de choses, elles ont plein de compétences, et qu'on peut transférer en fait ces compétences-là. Et donc ça, c'est super super important, et du coup ça revalorise aussi. Donc ça, c'est plutôt cette idée de parcourir ces chemins-là pour se sentir rassuré, pour réaliser en fait que on a plein de choses en soi qui sont importantes et qu'on peut partager différemment dans le monde de l'entreprise. Alors justement, vous dites, on développe des compétences qui peuvent être utiles dans le monde de l'entreprise, mais alors vous pensez à quelles compétences en particulier? Des compétences qui paraissent toutes simples, mais qui sont très importantes dans l'entreprise, comme je pense à la coordination. Les aidants, ils sont amenés à gérer plusieurs intervenants, à anticiper un certain nombre de choses, donc il y a toute cette partie de coordination, il y a toute l'organisation aussi. Des capacités d'adaptation. Et tout ça, c'est des compétences que les entreprises recherchent. Les aidants peuvent-ils devenir des atouts pour les entreprises, et de quelle manière selon vous? Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près que 2 aidants sur 5 qui déclarent leur situation en entreprise. Donc c'est très peu. Et c'est vraiment une communauté muette. Alors que ce qu'on voit, c'est que quand les entreprises mettent en évidence les aidants, et que les aidants déclarent leur situation, dans la mesure où c'est des personnes qui ont énormément de compétences personnelles, ça vient aussi modifier ce qui se passe au niveau des entreprises, au niveau du management, au niveau des ambiances. Ça crée une autre dynamique en fait dans les entreprises. C'est pour ça que c'est important quand on est aidant de pouvoir aussi le dire en fait en entreprise. Pour que l'intégration dans une nouvelle fonction pour un aidant se fasse dans de bonnes conditions, quel travail est-il nécessaire d'entreprendre dans le processus de reconversion? Ce qui est important, c'est déjà de travailler en fait cette réflexion autour d'une nouvelle intégration dans une entreprise ou dans un nouveau poste, d'arriver à bien définir l'espace que l'on veut donner à son temps de travail, le rôle que l'on veut prendre en fait dans l'entreprise, ce qui est possible entre l'équilibre dans son rôle d'aidant et son rôle de salarié. Donc ça, c'est très important. Et aussi en termes de responsabilité, si on a envie ou pas de prendre des responsabilités, parce qu'on sait parfaitement que les responsabilités en entreprise, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est surtout en termes d'énergie aussi que ça se mesure. Et donc, il faut être au clair aussi sur l'énergie qu'on veut mettre dans une mission, dans une responsabilité. Parce qu'on peut être un très bon salarié sans avoir de responsabilité. Et je pense que ça fait partie de l'équilibre qu'il faut trouver en fait dans cette vie d'aidant. Alors finalement, il n'est pas rare de se réinventer professionnellement au cours d'une vie. En quoi est-ce bénéfique? Alors moi, je suis bien placée pour le dire parce que j'ai changé d'emploi plusieurs fois. De ce que j'observe des personnes qui changent plusieurs fois d'emploi, c'est toujours très très intéressant, c'est toujours très riche.
Déjà parce que ça permet de se remettre en question, de découvrir de nouvelles compétences. Ça redonne de l'énergie, de la vie. Ça permet de rencontrer plein de personnes. Et vraiment, c'est toujours un atout, le changement de vie professionnelle. Merci Agnès. Vous nous avez donné de précieux conseils pour oser un changement de vie professionnelle. Vous le savez, BabySafe est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast.